c'est méga important d'aller tester déjà le marché et de s'assurer qu'il y a des potentiels clients. Les boîtes, les innovations qui franchissent nos étapes de présélection scientifique, donc les évaluateurs et le comité scientifique, après, on va faire une application concrète business de cette innovation qui est fictive, c'est-à-dire sur une landing page, sur un site internet, comme si le produit était prêt, comme si ça existait, et on va aller chercher des clients, des vrais clients, et on va vendre le truc sans que ça existe encore. Et des fois, on va juste faire des publicités sur les réseaux sociaux parce que c'est un produit qui n'a pas besoin d'être présenté en physique, et on va ramener des potentiels clients sur le site et voir si les gens sont vraiment prêts à acheter. C'est pas en cherchant ce qui va fonctionner que tu trouves ce qui va fonctionner. En fait, c'est en écoutant vraiment les gens et en passant du temps avec les gens que tu trouves ce qui fonctionne. C'est pas ce que toi, tu as fait comme hypothèse dans ta tête de ce qui va être le succès qui est vraiment le succès. Et je pense que l'entrepreneuriat, ça se résume bien à un truc, c'est que c'est de l'essai-erreur à haute fréquence. Donc, faut essayer plein de trucs, faut tester plein de trucs, faut pas avoir peur d'aller dans plein de directions. Moi, j'ai souvent cette impression que quand tu lances une boîte, au début, tu batailles, tu débats, tu nages, tu sais pas trop ce qui se passe. Et en fait, d'un coup, il y a un truc qui se passe et tu capitalises dessus. Hey everyone! For all of you English speakers who are following this podcast, thank you and don't worry. This is not becoming a podcast in French. This podcast is a masterclass. And I took the decision that once in a while, I will give some awesome entrepreneurs the opportunity to share their experience and all these details in French. So if you don't understand French, I'm looking forward to talking to you in the next 4 episodes, which will all be in English. Welcome to Mission First, the podcast to learn from successful entrepreneurs changing the world for the better. Are you in the first 3 years of your company? And do you want to save time by avoiding making the same mistakes that lots of entrepreneurs have already done? Then make sure to follow this podcast, because you are going to get actionable strategies coming directly from those who have found product market fit and are scaling up fast with their for-profit companies or their NGOs. Think about it as a masterclass about product innovation, business models, leadership, and growth marketing. Bonjour, I am Gilles Toussaint. I help entrepreneurs have a bigger impact with this podcast, and I also help mission-driven companies increase their revenue more efficiently with growth marketing and my company, GT Impact. Bonjour à tous et bienvenue dans Mission First, le podcast masterclass pour apprendre des entrepreneurs qui parviennent à rendre notre futur plus durable. D'une part, en tant qu'entrepreneur, beaucoup d'entre nous ont des rêves de fou, par exemple de sauver la planète grâce à notre impact. Mais souvent, on a tendance à changer son plan initial pour se recentrer ou recentrer ses idées sur un marché porteur et on laisse de côté ses grandes idées initiales. D'un autre côté, pour l'instant, c'est super tendance d'entendre qu'il faut grandir sa communauté pour avoir du succès, mais très rares sont ceux qui y arrivent et qui arrivent vraiment à fédérer une communauté derrière leur marque et leur projet. Pourquoi ? Parce que c'est difficile, tout simplement. Il ne suffit pas de poster sur les médias sociaux et de demander aux gens de vous suivre ou de s'abonner à votre newsletter parce que maintenant, tout le monde fait ça. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir de recevoir Arthur Auboeuf, cofondateur de Time for the Planet. La compagnie, Time for the Planet, a pour objectif de collecter 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises pour lutter contre le réchauffement climatique, tout ça d'ici 2030. Ils ont un objectif de dingue, c'est sûr, mais en termes d'exécution, on peut dire qu'ils savent ce qu'ils font et ce qu'ils ont accompli est tout simplement gigantesque. En moins de 2 ans, ils ont déjà 30 000 associés, ont reçu plus de 600 postulations d'innovation, débloqué 3 millions d'euros pour 2 entreprises et au total en 2021, 3 entreprises sont nées et ont été créées grâce au mouvement. Dans cet épisode, on va discuter de comment Arthur et ses cofondateurs ont réussi à créer un tel mouvement avec une mission et un objectif d'une telle envergure. Arthur, un énorme merci d'être avec nous maintenant, en plus en live, faut pas qu'on voit, première fois pour moi. Comment ça va ? Ça va très bien. Attention, on n'a pas encore créé les 3. On va en créer 3, mais elles ne sont pas encore créées. Voilà, je précise quand même. C'est important. C'est très bien. Mais commençons par là. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus la mission de Time for the Planet ? Ouais, alors la mission, elle est simple. C'est qu'on veut permettre aux citoyens d'avoir un objet d'action pour aller plus loin dans leur engagement écologique. Et donc, un des constats que font les scientifiques, c'est qu'il faut absolument, en parallèle de la sobriété, des innovations pour lutter contre le dérèglement climatique. Et aujourd'hui, la plupart des innovations majeures dont on a besoin existent, mais elles ne passent pas à l'échelle, elles ne se déploient pas à l'échelle mondiale, elles ne passent pas dans nos quotidiens, ou en tout cas, elles le font beaucoup trop lentement. Et donc, il faut absolument trouver des moyens d'accélérer ça. Nous, notre vision, c'est que adjoindre des entrepreneurs expérimentés aux innovateurs, qui sont souvent des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs, c'est une très bonne façon de permettre à leur innovation d'aller beaucoup plus vite à grande échelle. Et c'est ce que fait Time for the Planet. Notre mission, c'est de déployer 100 innovations majeures à l'échelle mondiale
en utilisant un certain nombre de choses. Le premier, c'est le fait d'être un mouvement. Donc, tout le monde participe à Time for the Planet. Tout le monde peut s'emparer de cet objet et donc investir pour le faire grandir et lui permettre d'avoir le plus d'impact possible. Donc, plus on est nombreux, plus on peut attirer à nous les meilleures innovations, les meilleurs entrepreneurs et avoir les moyens d'agir. La deuxième chose, c'est qu'on met toutes les innovations en open source pour permettre à ces boîtes de se démultiplier partout sur la planète et donc de créer plus que des boîtes, mais des marchés. Ce qui fait que si nous, on échoue, d'autres peuvent réussir et donc on est beaucoup plus résilient. Et la troisième chose, c'est que les associés font pas des dons, ils deviennent vraiment actionnaires en mettant de l'argent, donc copropriétaires du mouvement, et ils attendent pas de retour sur investissement parce que c'est non lucratif. Le but, c'est qu'on réinjecte tout l'argent qui est généré par Time for the Planet, toujours dans la création de nouvelles entreprises. Donc l'argent des gens sert à financer des boîtes avec des innovateurs et des entrepreneurs qu'on met ensemble. Ces boîtes sont rentables, elles génèrent de l'argent. Cet argent remonte à Time for the Planet, il est réinvesti. Ce qui fait que vous, votre argent en tant qu'associé, eh ben, il est démultiplié par la mécanique des entreprises qui créent de la plus-value, mais il sort pas du circuit, il continue à circuler et il est toujours réinvesti pour relancer de nouvelles boîtes. Voilà comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Super. Et est-ce que les investisseurs récupèrent leur argent à ce moment-là, à un moment donné ou pas? Alors, on leur a proposé pour ceux qui veulent de le récupérer à 10 ans parce qu'on espère avoir réussi à faire en sorte que la machine s'autosuffise à 10 ans grâce justement à la plus-value générée par les entreprises. Et donc, ceux qui voudront pourront nous réclamer l'argent dans 10 ans, mais il n'y aura pas de plus-value, ça sera juste le montant qu'ils ont investi. Voilà, ce sera un prêt. C'est ce qui différencie un peu la chose d'une donation, d'un don, on va dire. Même si au final, c'est un peu ce qu'on fait, mais je pense que d'un point de vue marketing, on va en discuter. Vous avez été très, 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 très malin sur la façon dont vous avez mis en place le système. Là, c'est surtout que tu copossèdes l'entreprise en fait. Donc, plus qu'un don, tu participes au choix des innovations sur lesquelles on investit. Tu peux participer à la sélection des innovations de A à Z. Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. J'ai vu justement, j'ai aussi participé, donc je suis aussi un investisseur de Time for the Planet depuis quelques mois, et donc c'est vrai que j'étais aussi impressionné par toute la façon dont vous onboardez les gens dedans. Avant de rentrer directement dans tes conseils pour entrepreneurs et discuter comment tu les as appliqués, toi, pour Time for the Planet, si on discute un peu des chiffres pour l'instant, c'est ce que tu confirmes, donc vous avez levé combien d'investissements des gens pour l'instant? Alors, 6 millions d'euros. Donc, on a été très citoyen centré au début. Ça fait 1 an et demi. Donc, on a levé 1 million d'euros la première année et là, 5 millions d'euros cette année. Donc, ça accélère bien, mais on va en lever plus d'ici la fin d'année parce que maintenant, il y a notamment les grandes entreprises qui rentrent du fait qu'on est très nombreux. Et en fait, les citoyens, c'est pas tant le montant qu'ils investissent qui compte, c'est le fait qu'on soit super nombreux parce que plus on est nombreux à participer, plus on est convaincant pour aller chercher des très gros montants et rendre du coup notre capacité d'investissement exponentielle parce qu'on ira chercher des typologies d'acteurs de plus en plus importantes. Super. On va discuter de ça, je pense, dans les conseils que tu m'as envoyés. Commençons directement là-dedans, puisque je sais justement qu'on a 55 minutes ensemble, donc faisons le maximum dans ce podcast. On essaie directement d'aller droit aux conseils. Alors, merci beaucoup de m'avoir envoyé ta liste. Tu m'en as envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le premier étant, fais un truc parce que tu aimes ça et que ça t'intéresse, pas parce que tu penses que le marché est porteur. Est-ce que tu peux développer un peu ça? Ouais, bah en fait, moi j'ai monté pas mal de boîtes avant et il y a eu des boîtes qui ont été plutôt des succès. J'ai vendu une boîte, mais il y a eu aussi des boîtes qui ont été des échecs malgré qu'elles soient des succès, dans le sens où en fait j'étais pas aligné avec mon ADN et je sentais que le matin quand je me levais, c'était pas vraiment ce que je voulais absolument faire. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux cartonner et avoir un truc qui fonctionne, c'est prioritaire et c'est la première des choses de se questionner sur toi. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Qui tu es vraiment? Et quel est l'environnement favorable qui va te permettre de donner le meilleur de toi-même. Et j'aime bien donner cette analogie de tu peux pas construire un building sur un marécage. Si t'es pas au bon endroit, tu auras beau faire tout ce que tu veux pour construire ton building, il va toujours s'effondrer ou ça sera pas le truc qui t'emmènera là où tu veux aller ou ça sera pas le truc qui te permettra d'avoir l'énergie que tu dois mettre. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est d'abord de s'aligner avec vraiment son ADN, qui on est, ce qu'on veut. Et Time for the Planet, pour moi, c'est le projet de ma vie parce que je suis parfaitement en phase et je me lève le matin, je sais pas ce que je peux faire de mieux que Time for the Planet. Et j'aurais beau me poser cette question tous les jours, je trouve pas d'autre réponse que Time for the Planet. Et quand c'est comme ça, en général, les choses se débloquent plus facilement parce que tu as l'énergie qu'il faut sans même t'en rendre compte et tout est plus facile. Tout est simple en fait, tout est fluide. Donc je pense que ça commence par là. C'est vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire? Et moi, les boîtes que j'ai montées, quasiment à chaque fois, je les ai montées pendant mes vacances en fait. Donc dans les moments où j'avais des vacances, je me faisais chier, je faisais des trucs et c'est ce qui devenait mon métier. Et je pense que c'est un bon hack pour savoir ce qu'on veut vraiment faire. Si vous le faites pendant vos vacances, alors questionnez-vous sur ce truc que vous faites parce que c'est peut-être exactement ce que vous devez faire de votre vie. Tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des cas concrets quand tu te rends compte que tu n'es pas au bon endroit en tant qu'entrepreneur? Ouais.
Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu as un exemple concret de comment tu as lâché cette boîte à ce moment-là? Donc, tu vois, si ça arrive et que tu finis par vendre la boîte, ok, très bien, ben, tu peux en sortir. Mais en tant qu'employé, tu peux dire, ok, je cherche un nouveau job. Mais en tant qu'entrepreneur, si tu as commencé à lancer une boîte avec des cofondateurs, t'as des billes dedans, t'as ton temps qui est dedans. Est-ce que tu as un exemple concret de comment tu as lâché ça et comment, au final, tu es arrivé à Time for the Planet? J'ai un exemple méga concret et en plus, je pense qu'il faut juste être honnête avec soi-même et se dire, être courageux en fait, se dire non, c'est pas pour moi, je sens que c'est pas mon truc, donc j'arrête. J'ai deux exemples. Le premier, c'est une startup sur laquelle on bossait. Il y avait une quinzaine d'employés. On avait levé des fonds, on avait des investisseurs qui nous faisaient confiance. Enfin voilà. Et on sentait qu'on n'arrivait pas à trouver le modèle économique. Et je me posais des questions moi sur ça, sur est-ce que je suis vraiment au bon endroit, est-ce que je suis vraiment aligné, est-ce que je fais cette boîte parce que je voulais vraiment faire ça de ma vie, ou est-ce que j'ai trouvé ça cool et je me suis retrouvé à faire cette boîte. Et en fait, en me rendant compte que c'était la deuxième option et qu'on avait du mal à trouver ce modèle économique, j'ai été honnête et sincère avec tous mes employés et mes investisseurs. Et je leur ai dit, écoutez les gars, euh, on ne trouve pas de modèle économique. Moi, je veux bien relever des fonds puisqu'on était parti pour relever 1 million d'euros. Mais en fait, si c'est pour continuer un truc qui finalement a du mal à trouver son modèle économique et qui en plus nous questionne sur le pourquoi est-ce qu'on le fait, je pense que ça sera une erreur. Et donc, j'ai préféré fermer et dire, OK, les gars, on en arrête là. C'était pas évident, hein. Il a fallu aller parler à mes investisseurs de bon matin, les regarder dans le fond de l'œil et leur dire, les gars, écoutez, je suis plus aligné avec ce que je fais, donc c'est pas là que j'ai toute ma valeur. Et du coup, quoi qu'il arrive, ça sera pas efficace de continuer à bourriner dans une direction qui est pas celle qu'il faut que je prenne. Donc ça a été un exemple. Et un second exemple, c'était une startup américaine qui était en. Donc là, tu as fermé la boîte. J'ai fermé la boîte. Ok. La fin de l'histoire, c'est que j'ai réussi à la vendre, mais c'était pas la plus belle vente que j'ai faite puisque ça a juste Ouais. épongé le fait de payer les départs des employés, etc. Et deuxième exemple, c'est une startup américaine avec laquelle on a lancé cette boîte. On était 3 au début. Moi, je m'occupais de l'Europe et en fait, la boîte cartonnait bien. Pareil, ils m'ont fait une grosse proposition avec des stocks, plusieurs millions d'euros de stocks parce que c'était une boîte qui était ultra valorisée, qui grandissait vite. Et je sentais qu'en fait, pareil, j'avais appris beaucoup, j'avais appris l'ambition notamment, mais c'était pas l'expérience qui m'enivrait. Et je me levais pas le matin en me disant c'est exactement pour ça que je suis sur cette terre, c'est exactement ce truc-là que je veux amener au monde. Et du coup, pareil, 1 an et demi, et je me suis dit bon, ok, c'est pas ce truc-là. Et donc j'ai arrêté et j'ai rompu mes stocks et mes shares. Et du coup, bah, j'ai pas touché cet argent, mais en fait, j'étais beaucoup plus libre d'être qui je voulais être vraiment au quotidien. Et je pense que c'est important. Et on change au fur et à mesure de la vie aussi. On peut commencer un truc et 10 ans après, plus du tout être en phase avec ce truc. Et c'est pas grave, faut se poser la question et changer si c'est le cas, quoi. Je comprends tout à fait. Généralement, quand on prend cette décision, après, on se sent mieux. C'est des décisions Oui. difficiles à prendre, mais après, on se sent mieux. Il faut le faire. Le deuxième conseil que tu as envoyé est commence par vendre. Si personne ne veut acheter ce que tu fais, tout le reste n'a aucun sens et ça ne sert à rien d'avoir un beau logo. Vendre, c'est la première étape. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour vendre sans logo? Ouais, alors pour bien formuler ça, parce que et c'est très important, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'occupent de plein de trucs avant de s'occuper de ce qui va leur permettre de développer leur boîte. J'ai fait cette erreur 10 fois, donc en fait je l'ai appris dans la douleur et si je peux vous souhaiter une chose, c'est de l'apprendre autrement. Mais en fait vraiment, c'est hyper important de commencer par assurer qu'on a un modèle économique viable, parce qu'aujourd'hui tout fonctionne avec l'argent. Si vous voulez embaucher des gens, si vous voulez mettre de l'énergie au service de votre projet, il faut que les gens puissent gagner leur vie et puissent manger. Et donc, la base de ce que vous faites, c'est que ça doit être viable économiquement, ça doit avoir du sens économiquement si vous voulez jouer dans la cour dans laquelle on joue aujourd'hui. Et c'est méga important d'aller tester déjà le marché et de s'assurer qu'il y a des potentiels clients. C'est un truc qui se fait beaucoup dans les startups et nous, on le fait dans Time for the Planet parce que typiquement, les boîtes, les innovations qui vraiment sont porteuses, qui franchissent nos étapes de présélection scientifique, donc les évaluateurs et le comité scientifique, après, on va faire une application concrète business de cette innovation qui est fictive, c'est-à-dire sur une landing page, sur un site internet, euh, comme si le produit était prêt, comme si ça existait, et on va aller chercher des clients, des vrais clients. Donc des fois, on va se déplacer chez le client quand c'est du gros B2B industriel, et on va vendre le truc sans que ça existe encore. Et des fois, on va juste faire des publicités sur les réseaux sociaux parce que c'est un produit qui n'a pas besoin d'être présenté en physique. Et on va ramener des potentiels clients sur le site et voir si les gens sont vraiment prêts à acheter. Il faut pousser le truc assez loin si vous voulez vous garantir qu'il y a un vrai business potentiel, parce que c'est hyper important d'en être sûr. Et nous, typiquement, on l'a fait sur beaucoup de startups. En fait, carrément, on propose aux gens de payer, quoi. Donc, ils rentrent leur carte bleue, ils font payer, et quand ils mettent payer, on leur dit
ah ben désolé, soit rupture de stock, soit on est en maintenance, soit voilà, mais revenez plus tard, on prend votre contact et n'hésitez pas à nous contacter, voici un lien. Et s'ils nous contactent, on leur explique un peu que en fait c'était un test un peu grandeur nature, mais c'est hyper important de vraiment tester l'appétence marché en premier. Et il n'y a pas besoin de s'être fait chier avec un logo. En fait, tu peux très bien aller chercher ça sur des sites comme The Noon Project qui te permettent de télécharger des petits logos gratos. Tu bricoles un truc, mais en gros, nous maintenant, pour tester un modèle économique et la viabilité d'une idée, c'est un jour. Un jour. Tu fais une landing page rapide avec Strikingly, n'importe qui peut faire ça. Tu prends un logo en 2 secondes en tapant grosso modo un machin sur The Noon Project, tu le fous en haut à gauche, t'exprimes un peu ton idée et tu commences. Et tu testes à fond jusqu'au moment où il y a une intention d'achat réelle. Je trouve que c'est super important parce que si tu fais pas ça, tout ce que tu fais, c'est se pinailler en fait. C'est faire un joli nom, un joli site, passer 6 mois à construire un produit. Peut-être que personne n'en a rien à foutre de ton produit. C'est ça l'enfer. Et il faut que tu le saches avant, parce que sinon tu te rends pas service. Tu pars du principe c'est le principe des design sprint un peu, hein, je pense, où justement tu fais ça comme ça. Où est-ce que tu trouves les gens pour tester ça? Donc, enfin, quand c'est du B2C, comme tu dis, c'est assez facile. Tu peux faire des pubs et t'amènes des gens avec des pubs et avec quelques centaines d'euros, tu peux tester ça. Quand c'est du B2B, tu vas directement, tu contactes les gens directement et tu leur demandes de voir la landing page et de voir ce qu'ils pensent. Bah exactement. Ok. Tu fais des salons, tu vas voir les gens là où ils sont, mais vraiment tu te rends chez le client. Tu vois, nous on pense à un truc, on avait été voir un cimentier avec c'était une technologie, une innovation qui capte les cheminées d'usine directement à la sortie de la cheminée, enfin la fumée des cheminées d'usine directement sur la cheminée justement. Et après ça le solidifiait et ça le stockait dans du basalte. C'est pas une innovation sur laquelle on est allé, mais par contre on est allé jusqu'au test marché et donc on est allé voir des gros cimentiers qui ont ces cheminées là d'usine. Et on leur a dit voilà, c'est ready, est-ce que vous êtes prêts à l'installer chez vous, combien vous prendriez, machin. Et donc eux ils rentrent un peu dans les détails et évidemment il faut que tu aies un peu une idée de ce que tu veux faire, mais tu peux le mettre dans une posture aussi de co-construction où tu dis ah ben on est sur les démarrages, on pourrait adapter, vous acheterez, qu'est-ce que vous achetez exactement si vous venez chez nous. Ok, bah très bien, donc on commence, on essaye sur 2-3 cheminées, voilà, nous notre tarif c'est ça. On avance ensemble et vous êtes un pilote, tu vois, et donc ça marche bien aussi. Sans avoir le produit au départ. Donc, tu pars vraiment de l'idée au départ et tu leur pitches ça comme ça en leur disant, enfin, en guillemets, que l'idée est là ou qu'elle va démarrer et tu vois la réaction. Et tu co-construis avec eux et en fait, tu te rends compte qu'il y a des trucs super pertinents qui vont t'apporter. Et donc voilà. Et après, il y a un moment où, bien sûr, tu leur expliques que, en fait, tu es en train de faire un test et que c'était hyper pertinent. Et en général, les gens te disent, oh là là, mais ils vont être horrifiés. Les gens sont pas du tout horrifiés. Ils se disent, ah, ok, putain, c'est malin. Bah, on a vraiment failli vous acheter votre truc. Donc, ok, pour le co-construire avec vous et pas de souci pour faire le pilote. Et quand tu commences à avoir des gens qui sont prêts comme ça, tu leur dis, bah, ok, si on le co-construit ensemble, vous financez le développement. Et en général, ça se passe bien dans ce sens-là, quoi. Mais c'est vraiment les premières étapes, je trouve. Il y a peut-être quelques secteurs très spécifiques, tu vois, où tu peux pas faire ça dans le biomédical enfin, il y a plein de trucs, mais dans 90% des cas, tu peux le faire et c'est vachement important de commencer comme ça. Et dans le cas, si tu prends le cas Time for the Planet, comment est-ce que vous avez appliqué ça? Alors, hyper simple. En fait, au début, c'était des intentions d'achat. Donc, c'était pas des achats de parts réelles parce qu'en fait, on n'était pas structuré pour faire ça. Au début, on était une SAS. Et donc, une SAS, c'est 150 associés maximum. T'as pas le droit de faire plus. Nous, on a fait une conférence au lancement de Time for the Planet. Donc, on a pitché Time for the Planet. On avait juste une page de site internet et les gens pouvaient devenir associés. Mais en fait, juridiquement, ils ne devenaient pas vraiment associés. Ils faisaient une intention d'achat réelle, mais c'était une promesse. Et donc, du coup, à la fin, on a converti les promesses. Enfin, une fois qu'on s'était structuré, quelques mois plus tard, on a rappelé tous les gens. On a dit, maintenant, on convertit vos promesses parce que ça y est, c'est bon. Donc, tu vois, ça nous permettait de mesurer les vraies intentions d'achat parce qu'ils payaient vraiment leurs promesses, quoi. Vous avez validé l'intention d'achat avec ça. Oui. Super. Le troisième conseil que tu as envoyé, c'est fais des trucs sans imaginer que le succès est derrière. Oui. En fait, je pense que c'est un truc que Paul Graham, là, le fondateur de Y Combinator, dit bien aussi. Il dit do things that don't scale. En fait, au début, il faut vraiment passer du temps avec les gens. Il faut être empathique, il faut être humain. Mais même après, mais c'est plus dur quand il y a beaucoup de monde. Mais au début, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre le temps de discuter avec les gens, d'être proche de toutes les personnes qui s'intéressent à ton projet de loin ou de près. Et c'est pas en cherchant ce qui va fonctionner que tu trouves ce qui va fonctionner. En fait, c'est en écoutant vraiment les gens et en passant du temps avec les gens que tu trouves ce qui fonctionne. C'est pas ce que toi, tu as fait comme hypothèse dans ta tête de ce qui va être le succès qui est vraiment le succès. Et à chaque fois, tu es surpris de ce qui fonctionne. C'est jamais ce que tu imagines. Et je pense que l'entrepreneuriat, ça se résume bien à un truc, c'est que c'est de l'essai-erreur à haute fréquence. Donc, faut essayer plein de trucs, faut tester plein de trucs, faut pas avoir peur d'aller dans plein de directions. Moi, j'ai souvent cette impression que quand tu lances une boîte, au début, tu batailles, tu débats, tu nages, tu sais pas trop ce qui se passe.
Et en fait, d'un coup, il y a un truc qui se passe et tu capitalises dessus. Et c'est souvent ça. Et du coup, je pense que faut pas avoir peur de se dire, il y a beaucoup d'échecs là derrière tout ce que je suis en train de faire, mais c'est très bien. Il faut que je sache que c'est des échecs. Donc il faut que j'aille jusqu'au stade où je confirme que ça marche pas. Et donc, faut tester plein de trucs. En tout cas, c'est une vision que j'ai des choses. Tu as des expériences avec Time for the Planet de choses que vous avez testées, que vous avez essayé d'implémenter, qui n'ont pas fonctionné? Ah, j'en ai une par jour, mec. Une par jour. Non, sans mentir. La dernière? Alors, la toute dernière, tiens, typiquement, elle est en cours. C'est qu'on a essayé de. Donc, Time for the Planet, on fait pas de marketing, on dépense pas d'argent. C'est que ça grandit que de manière organique. Et donc là, on a essayé de faire de la publicité Facebook, donc Facebook Ads. Et nous, on a une contrainte, c'est qu'il faut qu'on ait 10 de ROI. Quand on dépense 1 euro, il faut qu'il y ait 10 euros d'investissement en action derrière, parce qu'on a le droit de dépenser que 10% maximum du budget total de Time for the Planet pour toutes nos actions. Et la com n'y échappe pas. Et du coup, on n'arrive pas à atteindre ce ROI. Et donc, les Facebook Ads, on a beau tenter des trucs, retenter, on n'arrête pas de se prendre des bâches, quoi. On change les types de contenu, on change les types d'accroches, on change les types d'audience, on se fait défoncer, mec. Et en fait, c'est normal. Tous les jours, on échoue. Tous les jours, on échoue. Une bonne journée, c'est une journée où tu as au moins eu 2-3 échecs. Ça veut dire que tu avances. Et après, tu trouves un ou deux trucs qui fonctionnent, mais c'est plus rare, c'est toutes les 2-3 semaines. Et quand il y a un truc qui fonctionne, par contre, ça fonctionne vraiment et tu capitalises comme un bourrin dessus. Mais franchement, la liste des trucs qu'on échoue, elle est juste hallucinante. Si vous n'êtes pas prêt à échouer, vous n'êtes pas prêt à entreprendre, quoi. Quand tu parles justement des choses qui fonctionnent, et donc ça c'est une des questions, et tu viens de mentionner les Facebook Ads, un des trucs que j'ai remarqué que vous avez fait très très bien, donc, c'est que je vois par exemple sur LinkedIn vous avez 6000 employés, Ouais. Alors qu'au total vous avez combien d'employés maintenant? 4. Full time? 4. Donc ça vous avez fait un super super hack. Et donc, en gros, comment est-ce que tu peux expliquer le hack aux éditeurs? Ouais, le hack, il est assez simple. C'est qu'en gros, on propose aux associés de s'inscrire comme étant employés de Time for the Planet sur LinkedIn. Et comme c'est une fonctionnalité qui est très visible sur LinkedIn, la plupart des gens vont voir que Manu vient de démarrer un nouveau job chez Time for the Planet. Et donc, ils s'intéressent et ils regardent ce que fait Time for the Planet. Et en plus, ça nous permet de notifier tous ces gens parce que tu peux notifier tes employés sur LinkedIn. Donc, du coup, on peut faire des notifs à 7000 personnes parce que maintenant, ils sont 7000 nos employés. Donc, c'est assez cool. Moi, ce que je retiens comme leçon pour tous les gens qui font ça, c'est que vous avez vraiment rendu l'exécution super facile pour tout le monde. Dès que je suis devenu investisseur, tu reçois un email avec un onboarding qui est très clair sur bienvenue, qui est personnalisé. Et puis après, on reçoit pour toutes vos campagnes, c'est comme ça. On reçoit des instructions très claires en disant voilà, si vous voulez nous aider encore plus, changez votre profil sur LinkedIn, enfin, ajoutez ce job-là sur LinkedIn. Voilà comment faire. Il y a des screenshots, il y a une vidéo. Voilà un message que vous pouvez partager sur LinkedIn. Voilà, vous aviez, je me rappelle, différents types de messages avec différents types de photos, plus le message aussi. Et donc, c'est vraiment un conseil que vous avez vraiment bien appliqué. Vous permettez à tout le monde de le faire de façon super facile. Celui qui ne le fait pas, à partir du moment où tu as un tout petit peu de motivation, c'est très facile de le faire, quoi. En fait, il faut vraiment que les gens soient pas des followers, mais des ambassadeurs. Dans tout projet, c'est hyper important. Et donc, une fois que tu as défini une croyance commune, un why qui rassemble et qui fédère, et cette croyance, elle doit être super forte parce que c'est ça la base de ta communauté et de ta marque. Donc, typiquement, nous, c'est que l'écologie doit se marier avec l'économie si on veut vraiment avoir un gros impact et faire grandir ce qu'on fait. Une fois que ces gens-là, ils partagent cette vision du truc, ils ont envie d'être des ambassadeurs. Mais il faut leur donner les moyens de l'être parce qu'on a tous très peu de temps dans notre journée et que c'est pas évident de faire plein de trucs. Donc, même un truc tout con comme poster sur LinkedIn, si tu n'aides pas les gens et que tu les prends pas par la main, ils n'ont pas le temps, en fait, et ils n'ont pas l'énergie. Ils sont peut-être en train de faire 14 trucs différents au bureau. Donc, ils ont besoin de ton aide. Et donc, évidemment, il faut leur mâcher le travail, il faut leur faire des super contenus qu'ils soient fiers de partager. Ton boulot, c'est de faire des super contenus et de leur faire des tutos de malades pour qu'ils puissent utiliser ces contenus le plus possible, au plus d'endroits possible. Et après, eux, ils comprennent que, en fait, c'est hyper important qu'ils parlent du truc autour d'eux parce que c'est que comme ça que ça va grandir. Et tout le monde a envie de se sentir utile. Quand les gens croient quelque chose, ou en tout cas partagent une croyance, ils ont envie que cette croyance, elle devienne réalité et qu'elle avance, quoi. Donc, c'est hyper important de leur donner les moyens de t'aider. Et ils ne le feront pas si tu leur donnes pas les moyens. Ils vont galérer. Donc, nous, oui, effectivement, on réfléchit tout le temps à toutes les petites actions qu'on peut leur permettre de mettre en place, qui soient très simples, qui prennent 2 clics, mais qui puissent avoir de l'impact et permettre de faire connaître Time le plus possible. Et sûrement qu'on n'a pas fini d'en trouver et que les gens vont nous en proposer aussi. Est-ce que tu as d'autres conseils sur les autres réseaux sociaux? Donc sur LinkedIn, comme tu dis, le conseil est général de leur donner leur contenu, créer du contenu, leur donner le moyen de le disperser facilement.
Mais en dehors de LinkedIn, sur Instagram, Facebook, par exemple, je sais que arriver à grandir là-dessus, et vous avez maintenant commencé beaucoup à essayer d'investir là-dessus, c'est très difficile parce que la portée organique de LinkedIn est très très grande pour l'instant, tandis que sur Instagram, c'est l'opposé. Donc, est-ce que vous avez trouvé dans les trucs, comme tu dis, pour l'instant, les ads n'ont pas fonctionné, alors que vos vidéos sont super. Moi, j'ai vu justement les dernières vidéos, elles sont très marrantes et très éducatives en même temps. Qu'est-ce qui fonctionne sur Instagram et Facebook pour l'instant, si vous avez trouvé quelque chose? Moi, j'ai fait des grosses communautés sur Insta et en fait, je me rends compte que ce qui fonctionne vraiment, c'est d'inviter à partager les contenus et d'avoir quelque chose de récurrent sur Instagram. Alors nous, on n'a pas encore ce hack-là pour Time. On va voir comment on va faire. Il faut que j'y réfléchisse. Mais typiquement, si tu fais quelque chose de récurrent avec un rendez-vous tous les jours et que tu te distingues, en fait, le contenu est crucial sur cette plateforme-là. Typiquement, moi, j'avais constaté qu'il faut vraiment des contenus géométriques. L'humain est assez névrosé. On taille nos haies, on a des voitures avec des formes parfaites. Et vraiment, Steve Jobs, il l'a montré. Si tu fais un truc qui est joli, eh ben, tu vas gagner. Peu importe la concurrence. Et donc, le truc le plus joli gagne toujours. Ça se passe comme ça. Et donc, typiquement, moi, j'avais fait un constat sur Insta et on avait monté un compte qui était à 800 000 abonnés quand même. C'était pas mal. Et on avait un gros engagement. On faisait 100 000 likes par post. C'est un compte qui s'appelait Nuit sans folie, si vous voulez aller voir. Et bon, maintenant, c'est plus le mien, mais à l'époque, c'était vraiment incroyable. Et donc, tu mettais des anecdotes sur un petit carton qui avait toujours la même couleur, une couleur très flash, rose flash, donc que les gens pouvaient facilement voir. Et surtout, on faisait hyper attention à la syntaxe au début. Et en fait, c'était une grosse erreur, c'est-à-dire que on sautait ou on passait à la ligne après la virgule, par exemple, pour respecter la syntaxe. Sauf qu'en fait, ça faisait des textes qui n'étaient pas très beaux, qui étaient un peu déconstruits, qui n'étaient pas très beaux à voir pour respecter la syntaxe. Et un jour, je me suis dit, bon, c'est quoi? On va arrêter la syntaxe. Je vais faire des trucs avec des belles marges qui vont vraiment respirer, qui vont être magnifiques. Le texte aura une forme magnifique, mais par contre, il sera vraiment pas syntaxiquement correct. Et ben, on a augmenté de 40% l'engagement et les partages. Parce qu'en fait, les gens partagent des trucs beaux. Il faut qu'ils croient à ce que vous proposez, mais surtout, il faut qu'ils soient fiers de le faire. Et donc, il faut que ça soit beau. Et plus vous faites un truc de névrosé, donc un truc géométrique et ultra, ultra léché, plus vous allez avoir de l'engagement. C'est mathématique. C'est vraiment un truc de fou. Donc, pour sortir du lot sur ces plateformes, il faut faire des trucs beaux avec un message clé et les gens doivent être d'accord avec ce message. Donc, tu vois, on fait des OP collectifs, par exemple. Donc, on propose aux gens de tous partager en même temps un truc quand on atteint un milestone. Donc, par exemple, quand on avait passé les 5 millions d'euros au début août, on a dit aux gens, OK, les gars, on partage tous ce petit visuel. Et donc, on a fait un visuel qui disait la priorité des priorités, c'est de garder une terre habitable, pas le moment d'être dans la Lune, avec une photo de tu vois, du début de la Lune. Et en fait, c'était le moment où l'actualité nous parlait de tous les milliardaires qui voulaient aller voyager dans l'espace. Et comme beaucoup de gens sont d'accord avec le fait que la priorité, c'est déjà de s'occuper de ce qui se passe sur Terre avant d'aller faire du tourisme spatial, on avait un engagement très très fort et ça nous a fait une énorme traction. C'est la plus grosse OP collective qu'on a fait. Il y a eu 7000 personnes qui ont fait un post. C'est pas des partages, ils ont fait un post. Et donc ça, c'est parce que on avait fait un visuel qui était vraiment léché et qui validait, dont ils étaient fiers. Donc ça, c'est un vrai job aussi. Il faut travailler ce genre de visuel, quoi. Et là, tu insistes aussi sur le fait que, par exemple, pour LinkedIn, c'est très très important, si tu veux avoir un gros reach aussi, comme on dit, que les gens postent par eux-mêmes. Et donc, justement, quand tu leur fournis le contenu, ça décuple le reach que tu peux avoir pour ta campagne, quoi. C'est ce qui fait que vous arrivez à avoir des trucs viraux Ouais. là-dessus. Pour moi, c'est ça notre plus gros hack, c'est qu'on repose en permanence sur le collectif et que vraiment on transforme les gens en ambassadeurs. On leur dit pas de partager, on leur fait faire des posts. C'est eux qui font les contenus. Et donc chaque mec doit devenir un ambassadeur pour de vrai. Ça, c'est un vrai job. Pour le coup, c'est quand même pas évident. On arrive à ton quatrième conseil qui était n'attends pas que ce soit parfait pour commencer, tu vas devoir changer plein de choses, perfectionner un truc théorique, c'est juste perdre du temps. Ouais, ben pareil, là complètement. Ben, il y a justement le fondateur de LinkedIn disait un truc que je trouve intéressant. Il dit si vous êtes fier de votre produit quand vous le lancez, c'est que vous le lancez trop tard. C'est trop tard. Il est super connu ce truc, mais je le trouve hyper vrai. En fait, clairement, tu fais que d'apprendre au fur et à mesure de la route quand tu es entrepreneur et tu as tout le temps envie d'avoir un truc qui est nickel, dont tu sois super fier et tout ça parce que tu te dis oh bah quand même, il faut que j'assume mon truc. Ce que tu vois pas, c'est qu'en fait, tu es très très loin du truc dont tu seras fier plus tard et qu'il va falloir que tu le co-construises avec énormément d'itérations. Donc il faut absolument absolument te confronter le plus vite possible à la réalité, le plus vite possible aux gens. C'est un peu ça rejoint un peu le premier point qu'on a évoqué. Tu peux faire une landing page pas très belle, mais c'est pas grave. Si tu vois qu'il y a des intentions d'achat, c'est hyper encourageant. Et ça doit être le cas, en fait. Si ton sujet il est intéressant, il y aura des intentions d'achat, même si c'est pas ouf. Et ensuite, tu fais en sorte que ça soit super. Donc, à bien distinguer des contenus sur Facebook dont on vient de parler, qui eux doivent être léchés parce que pour le coup, c'est important
Tu peux pas faire de l'itération avec des contenus moches. Il faut faire des beaux contenus. Mais là, on parle de ta boîte de manière générale, ton produit de manière générale. Ça fait que de changer. Ça a jamais la forme que tu pensais que ça aurait. Nous, Time for the Planet, ça n'a pas du tout la forme qu'on avait prévu que ça ait. Typiquement, on est une société en commandite par action parce que ça nous permet de lever des fonds sans discontinuité avec des millions de personnes. Mais on savait pas du tout que ça aurait cette forme-là, quoi. Nous, on était une SAS à la base, comme je disais. Et il y a 10 000 trucs comme ça qui se passent tout le temps, qui font que tu te remets en question, que tu continues de retravailler ton truc, et ça fait que d'évoluer. Donc, c'est hyper important de pas du tout être figé sur ses positions et d'être amoureux de son produit ou de son truc, parce que sinon, tu te fermes toutes les portes. Et en fait, tu construis pas ton projet, en fait. Hein. L'entrepreneur, il construit pas son projet. L'entrepreneur, il initie des choses, il écoute ce que lui disent les utilisateurs, et en fait, c'est eux qui construisent son projet. Vous allez là où les gens veulent que vous alliez, en fait, à la fin. Oui, donc comme tu l'as bien dit, la partie scalée sur Facebook avec les gens, ça doit être très bien designé. Par contre, le début, on parle dans ce cas-là à des early adopters, comme on dit. Et donc, dans ce cas-là, ces gens-là, 99% du temps, ils n'en ont rien à cirer je veux dire, du design et de comment c'est. C'est le contenu d'abord. Enfin, c'est ce que ça permet de faire qui est intéressant. Exactement. Ne refuse jamais une interview facile. On ne sait jamais qui t'écoute et c'est un bon entraînement. Et bah ça, clairement, moi, je l'applique tout le temps parce que je viens du monde de la musique à la base. Donc, je suis musicien, je fais de la batterie. Et en fait, on s'est toujours dit un truc, et ça a marché, c'est que qu'on joue devant 5 personnes ou 5 millions de personnes, il faudra qu'on joue pareil. Et quand tu te donnes comme un fou devant 5 personnes, bah en fait, tu crées des opportunités qui font qu'un jour, tu joueras devant 5 millions de personnes. Et c'est ça la réalité, c'est pas l'inverse. Et du coup, ben, je pense qu'il faut toujours l'appliquer. Si quelqu'un a envie de discuter avec toi, de donner de la parole, et même si l'audience, c'est 3 personnes, et ben en vrai, alors il y a toujours des cas où c'est compliqué parce que tu es surchargé, il faut que tu exécutes ton projet, mais si tu peux prendre ce temps, je pense que c'est vachement important. Toi, ça te permet d'améliorer ton discours, de mieux savoir pitcher ton projet, de voir comment voir ce qui fonctionne, de tester des trucs. Et puis en plus, ben il n'y a pas 3 personnes qui valent moins que 100 personnes ou 300 personnes en fait. Ces 3 personnes-là, si elles t'écoutent et qu'elles prennent du temps pour toi, faut respecter ça et il faut te donner au max, quoi. Tout à fait d'accord, c'est ce que j'entends de 3 quarts des gens que j'interviewe. Et de toute façon, en plus, tu ne sais jamais quand tu vas récolter ce que tu sèmes. Oui. Le dernier conseil que tu m'as donné est assez marrant. Je vais te laisser l'expliquer. N'essaie pas de faire l'amour à ta copine. Si tu penses à ta boîte en même temps, elle va t'en vouloir. Je sais pas si je vais prendre ça comme titre de l'épisode. Alors attends, parce que je t'avais enregistré il y a déjà un certain temps, il faut que je me rappelle ce que c'était quoi ta question pour que je t'ai répondu ça? Comment grandir une communauté d'investisseurs comme Time from the Planet? C'était le dernier conseil là-dessus. Donc... Oui, alors c'était pour illustrer le fait que il faut se laisser du temps de cerveau disponible pour d'autres choses, parce qu'en fait, c'est dans les moments où on est un peu tranquille qu'on arrive à vraiment, je trouve, trouver des bonnes solutions. Quand tu penses qu'à ta boîte tout le temps, même quand tu fais l'amour à ta copine, en fait, en général, c'est pas très constructif et ça finit vite par casser les choses. Faut être obsédé, évidemment, et y penser souvent, obsédé dans le sens par ta boîte. Hein. Et par contre, il faut aussi savoir prendre des pauses et garder un équilibre. Moi, c'est le plus gros apprentissage que j'ai eu. C'est que je me suis perdu à travailler beaucoup trop, à perdre le côté équilibre que je pouvais avoir avant. Et donc, je faisais beaucoup trop d'heures. Je me rappelle qu'à un moment, je faisais 90 heures par semaine. Et en fait, j'étais plus du tout efficace. La courbe du nombre d'heures que tu travailles, en fait, elle n'est pas proportionnelle à la courbe de l'efficacité et du développement de ta boîte. Elle est même inversement proportionnelle. Genre, au début, elles se suivent, mais après, elles vont dans un sens opposé. Vraiment. Et ça, je l'ai constaté 100 fois. Donc, il faut vraiment être à l'équilibre partout. À la fois dans ta vie perso, à la fois dans ta vie pro, entre guillemets, même si elle se relie beaucoup quand tu fais de l'entrepreneuriat, mais juste se sentir toujours suffisamment capable de pouvoir prendre du temps pour soi. C'est super important, c'est dans ces moments de repos que ton cerveau va retrouver l'énergie d'être efficace quand tu vas bosser. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre. Ça veut pas dire qu'il faut bosser 20 heures par semaine, hein, mais pas 90, quoi. Ouais, c'est ma question. Tu bosses combien d'heures par semaine maintenant? En fait, je bosse 50 heures par semaine sur Time, donc c'est quand même pas mal, tu vois, surtout qu'on est bénévole. Et du coup, je me rajoute un peu d'heures pour faire du consulting, pour gagner ma vie. Donc, en gros, je dois bosser 55 heures par semaine. Mais je suis capable de vraiment prendre des pauses, tu vois. Souvent, je travaille depuis la campagne, et donc le soir, je pars me promener tout le temps. Je vais tout le temps faire 1 heure sans téléphone, sans rien, dans la nature. Je regarde des paysages. Le week-end, il peut m'arriver de rester 8 heures assis en haut d'une montagne à regarder la vue. J'écoute mon corps. Quand vraiment mon corps il est plus opérationnel et que j'envoie pas ce que je devrais envoyer, je le force pas. Parce que si tu le forces, ça marche jamais. C'est mon constat de mine de rien. J'ai commencé il y a 10 ans l'entrepreneuriat maintenant, et vraiment le constat c'est que
Si j'écoute pas mon corps, eh ben c'est hyper négatif pour la boîte très vite derrière. 2-3 semaines derrière, ça devient négatif. Alors que si je l'écoute, j'ai des idées, tout va bien. Et c'est ça qui est un peu le dilemme, c'est que plus ta boîte a du succès, plus tu es sollicité, moins tu exécutes, plus tu consommes du temps pour pouvoir exécuter derrière et rattraper, et moins tu es efficace dans ton exécution, plus ta boîte va être pourrave et moins tu seras sollicité. Donc du coup, il faut vraiment trouver le bon équilibre partout, quoi. C'est hyper difficile en vrai. Est-ce que tu as un conseil justement pour arriver à trouver cet équilibre? Ouais, le conseil, c'est de prendre du recul tout le temps, en fait. Moi, c'est la plus belle chose que la nature m'apporte. Je suis un immense fan de nature. J'adore la nature. Je trouve que c'est la réponse à quasiment tout. Et en fait, c'est parce que la nature me permet de prendre du recul tout le temps. Je me dis tout le temps, en fait, c'est pas grave. Si tu fais de ton mieux, que tu as donné tout ce que tu pouvais, quoi qu'il arrive, eh ben, c'est pas grave. Parce que si l'intention était sincère et que ta démarche, elle était méga, méga sincère aussi, euh, personne pourra t'en vouloir. Et donc, faut pas se mettre de pression. Il faut tout le temps prendre du recul sur les choses et se dire, rien n'est très grave. On essaye de notre mieux, on fait tout ce qu'on peut, mais rien n'est très grave. Et je trouve que c'est comme ça que tu arrives à faire des choses qui fonctionnent. C'est dans cet état d'esprit-là. Du coup, pour moi, le vrai conseil, c'est apprenez à trouver les choses qui vous permettent de prendre du recul. Moi, j'ai des amis pour qui c'est la musique, je vois tes guitares derrière et tout ça. J'ai des amis pour qui c'est la méditation. Moi, c'est la nature, c'est vraiment passer du temps dans la nature. Chacun doit trouver l'endroit où il prend son recul. Et tu sais, on est un espèce d'être d'infini, on n'arrête jamais de vouloir plus. Tu gagnes 1000 euros, tu veux gagner 1500 euros. Tu veux, t'as l'iPhone 12, tu veux l'iPhone 13. Si tu t'as fait le tour du monde, tu veux maintenant aller dans l'espace. En fait, on n'arrête jamais. Et ça, c'est une souffrance pour l'espèce humaine. Ça peut pas marcher comme ça. Dans le travail, ça marche pas comme ça. Sinon, on explose, on fait un burn-out. Et dans la société, ça marchera pas longtemps comme ça. Parce qu'on fait que d'accélérer. On est dans un grand truc qui s'arrête jamais. Ça nous épuise tous. Il n'y a jamais eu autant de burn-out. Ça n'a aucun sens. On peut pas faire plus que ce qu'on est fait pour faire. Et je pense que c'est très important d'être capable de se dire, je suis ce que je suis, j'ai les capacités que j'ai et je donne tout ce que j'ai à donner à mon projet, mais pas plus que ce que j'ai à donner, sinon ça devient néfaste. C'est un truc qui s'apprend aussi en ayant des expériences dans la vie, tu vois. Parfois, c'est des expériences un peu malheureuses, justement, il y a des gens qui réagissent après un burn-out. Parfois, c'est des expériences heureuses, avoir des enfants et se rendre compte que c'est important de profiter de ses enfants. Tu vois, c'est des trucs bêtes, mais en fait, il faut toujours revenir à cet équilibre parce que je sais pas, il y a un truc, il y a un mantra, euh, mais quand tu as l'équilibre, tu apportes ta valeur au monde. Et quand t'es pas équilibré, tu t'apportes pas du tout ce que tu dois apporter. Enfin, c'est pas très clair ce que je dis, mais vraiment, c'est un truc que je ressens et du coup, j'ai du mal à mettre des mots dessus. Mais je pense que c'est hyper important d'être toujours en phase avec soi-même et de pas aller trop loin quand on sent que il faut pas qu'on aille plus loin. Mais on le sent en fait. C'est pas un truc que je peux dire avec des mots parce qu'on le sent. Il faut s'écouter soi-même pour pouvoir le sentir. Et donc ça, c'est vrai que c'est le plus important. Et si t'as pas de break, si tu fais pas des pauses, tu sais pas t'écouter. Donc je suis d'accord avec toi qu'il faut, il faut se mettre, il faut se forcer à avoir à garder un hobby, à garder du temps avec soi, dans la nature ou peu importe Et quoi à que ce savoir ce soit. qu'on aime. C'est dur de savoir ce qu'on aime. Hein. C'est le but de l'école à la base. Mais si on sait pas ce qu'on aime, putain, la vie, on peut vite tomber dans un truc où on sait pas ce qu'on fout, mais on le fout à fond et on sait pas où ça nous emmène, quoi. Au niveau communication, j'ai une question qui me turlupine, c'est t'es super bon avec les métaphores. Est-ce que tu as un truc pour ça? Donc tu vois, ici tu vas te donner l'exemple que tu as pris dans l'épisode Thibault Louis, de podcast de Thibault Louis, les Rois du Scale, super podcast au fait, où tu parles du mec en slip au milieu de l'autoroute. Tu peux peut-être redonner la métaphore et me dire, est-ce que tu réfléchis super longtemps et est-ce que tu as un truc pour trouver ces métaphores-là? Parce que c'est des choses qui restent et je trouve qu'en tant que communicateur, c'est super important pour les entrepreneurs ici. Ou est-ce que c'est vraiment naturel? Est-ce que c'est un talent inné? Non, mais je pense que moi, je prends énormément de temps pour me cultiver et m'intéresser tous les jours. C'est un rituel. Je suis obligé. Je me sens pas bien si j'ai pas eu ma dose de culture. Et donc, comme je m'intéresse à plein de secteurs qui sont très différents, tu vois, en ce moment, je me passionne pour les arbres. J'apprends énormément sur les arbres. C'est monstrueux comme c'est intelligent un arbre. J'avais pas du tout conscience de ça. Et bref, du coup, comme je me cultive sur plein de choses et que je m'intéresse à plein de choses, bah, ça me permet de faire des liens. Et très souvent, je vois des ponts en fait entre des secteurs qui n'ont aucun lien de prime abord. Et ça me permet de faire quelques petites analogies. Après, moi, j'aime bien les analogies, j'aime bien l'humour. Et je trouve que dans ces mondes-là, ça t'amène naturellement à faire de la métaphore. Tu as raison, c'est important parce que c'est des raccourcis mentaux pour les gens. Ça leur permet de comprendre un concept beaucoup plus facilement. Si tu prends un truc qu'ils comprennent déjà et que tu fais un raccourci avec un autre truc qu'ils comprennent pas en utilisant les codes du truc qu'ils comprennent, en une phrase, ils auront compris. Et ça, c'est très précieux. Donc, c'est sûr qu'il faut taffer sur ce genre de choses le plus possible. Après, en général, je travaille pas trop mes métaphores, mais quand il y en a une qui marche, je la réutilise. C'est plutôt ça. Ton conseil est tout à fait valide, je pense. C'est le principe
de l'inspiration, c'est le plus tu regardes autour, quand tu commences à regarder dans différentes verticales, c'est comme ça aussi, et différents domaines, c'est comme ça que tu commences à trouver plus facilement des liens et des façons de t'exprimer qui sont plus correctes aussi. Exactement. Une dernière question, qu'est-ce qui a été le plus dur jusqu'à présent pour Time for the Planet et comment est-ce que tu l'as résolu? Franchement, il y a encore plein de trucs durs. Le plus dur, je pense, c'est de vraiment devoir faire naître quelque chose de concret à partir de quelque chose qui n'est pas du tout concret. En fait, c'est Time for the Planet, on a besoin d'y croire tous ensemble et de le faire naître, ce truc, en étant des milliers. Si on n'a pas des milliers de personnes qui nous connaissent et des millions d'euros, ça peut pas exister Time for the Planet. Et donc, il faut déjà réussir à faire en sorte que des milliers de personnes fassent confiance au projet et investissent sur une idée, co-participent à la rendre concrète, parce que maintenant elle est très concrète, mais ça, tu vois, ça a pris du temps, et que tu partes vraiment de rien. Et ça, c'est quand même assez difficile. Voilà, bon, ça a été un peu le truc un peu chaud. Et aujourd'hui, ce qui est dur, c'est d'augmenter, de passer at scale un peu le nombre d'associés quotidiens. Tu vois, on tourne entre 50 et 100 associés par jour, mais ça fait des mois qu'on tourne à ce nombre-là. Des fois, il y a des pics et donc ça nous fait des plus grosses perfs si tu le lis à chaque mois. Mais en fait, c'est un peu le challenge du moment, c'est comment je fais. Donc, si des gens nous écoutent et ont des idées, comment je fais pour passer de 100 associés par jour à 1000 associés par jour? Je me rappelle qu'au début, je m'étais dit, comment je passe de 1000 euros investis par jour à 10 000? On l'a fait. Maintenant, il faut passer à 100 000 par jour parce que c'est les ambitions de Time. Et donc, comment on fait ça? Et ça, c'est des gros challenges et on va trouver. On va trouver. Mais encore une fois, c'est beaucoup d'essais-erreurs, d'itérations. Et le jour où on va trouver, on va nous dire, putain, vous avez été malin là-dessus, les gars. Mais non, on aura passé un an à se démonter la gueule à faire des essais-erreurs. Clairement, ce sera ça la vérité. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu comme entrepreneur? Il y en a plusieurs. Celui-là est un peu négatif, mais je pense maintenant, le père de mon ex-copine qui a fait un infarctus, c'était un gros entrepreneur, il a fait un infarctus, et en fait, quand il s'est sorti de cet infarctus, et il m'a dit, euh, le jour où tu sens qu'il faut que tu arrêtes, arrête. Tu vois, c'était vraiment le truc, un peu violent, mais en fait, je pense que ça reboucle un peu ce qu'on disait au début. Il faut être en phase avec son ADN. Si t'es plus calé, câblé en tout cas avec tes valeurs, avec qui tu es vraiment, ça va te détruire. Donc c'est pas le but. Après, le meilleur conseil que j'ai pu vraiment recevoir et qui m'a plutôt énergisé que l'inverse là par rapport à ce qu'on vient de se dire, euh, c'est mon pote qui a fait Attractive World, le site de rencontre, et qui est un entrepreneur incroyable. Et aujourd'hui, il fait Shaper. Enfin bref, il a fait plein de trucs. Et ce gars-là, il m'avait dit, tout n'est qu'humain. C'est que des humains, comme toi et moi. Si tu es capable de me parler à moi maintenant, tu es capable de parler à qui tu veux et tu es capable de faire ce que tu veux parce que la chance folle qu'on a aujourd'hui, c'est que tout ne dépend que d'humains. C'est facile d'aller convaincre des humains. C'est pas un truc insurmontable. Donc si tu es capable de me parler à moi aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. Toutes tes ambitions, elles peuvent être réalisables. Parce que tout n'est qu'humain. Et j'aime bien ce conseil. C'est vrai, tout n'est qu'humain. Je pense à une nana là que j'ai rencontrée récemment, enfin qui était avec moi dans une table ronde. La meuf a traversé l'océan pour aller voir Arnold Schwarzenegger sans le connaître et lui proposer de devenir associée d'un projet. Elle s'est cassé les dents pendant 4 mois. Aujourd'hui, elle a cofondé son projet avec Arnold Schwarzenegger. Putain, tout n'est qu'humain. Si tu veux parler à Arnold Schwarzenegger, tu peux. À toi d'y aller. C'est juste un humain. Donc tu peux le faire. C'est assez incroyable. Je réponds à Julie, donc merci à ceux qui sont sur le live sur LinkedIn, et bonjour à tous. Je réponds à Julie qui demande quel est le montant minimum pour devenir investisseur sur Time for the Planet. 1 euro, Julie. 1 euro. Voilà. Donc, Et ce qui compte, c'est pas les montants quand on est citoyen, c'est plutôt le fait qu'on soit très nombreux, parce que plus on est nombreux, plus on peut convaincre des grosses instances de nous financer massivement. Et donc, ça compte énormément qu'on soit nombreux à s'inscrire dans la dynamique. Même si vous venez juste pour voir et que vous mettez 1 euro, c'est pas grave, vous allez faire la diff. Grâce à vous, on va pouvoir aller convaincre plus et on va pouvoir continuer de lever plus d'argent pour financer plus de boîtes. Donc, venez, voilà, c'est ce que je peux vous dire. question, quel est le livre que tu recommanderais aux entrepreneurs de lire? Bah, franchement, moi, le livre que je préfère, c'est Sapiens, parce que il est super. Non, mais c'est vrai, il est super pour faire un inventaire de l'histoire de l'humanité et de par quoi on passe, nous les humains. En fait, tu fais une grosse prise de recul pour le coup et tu prends conscience de plein de choses. Et en fait, il y a toujours des cycles et des patterns qui se répètent. Les humains, on est tous finalement les mêmes depuis 10 000 ans qu'on est, on va dire, suffisamment dans une logique de construire une civilisation. Et en fait, c'est drôle, on fonctionne pareil depuis le début. Et il y a beaucoup de choses à apprendre du passé pour aussi réfléchir à la façon dont on veut envisager le futur, je trouve. Donc ce livre est pas mal pour ça. Et après, il y a Le Bug Humain qui est très cool, que j'adore parce qu'il explique à quel point notre cerveau est schizophrénique, parce qu'on a deux cerveaux en fait. On a le striatum qui est un cerveau profond et on a le cortex cérébral qui est un cerveau de dessus. Et en fait, le striatum est un cerveau qui fonctionne pour nous récompenser quand on fait du moindre effort.
donc nous permettent d'économiser notre temps et de survivre, notre temps, notre énergie, bien sûr. Et le cortex qui, lui, veut qu'on construise des Airbus et qu'on aille toujours plus vite. Et du coup, ces deux cerveaux, ils s'entendent pas très bien. C'est un peu le parallèle et le paradoxe que je trouve incroyable, que j'aime bien faire. À l'échelle de la cellule, on fait tout pour économiser le plus d'énergie possible et ça se voit dans nos comportements. Donc, on est tellement fainéant qu'on s'organise pour être plus facilement fainéant en société. On fait plein de trucs. Mais en fait, cette fainéantise nous pousse à créer des sociétés et des outils tellement complexes qu'en fait, à la fin, ça nous épuise. Du coup, c'est hyper paradoxal. Pour s'économiser, on s'organise et on crée des trucs. Et à la fin, ça devient tellement compliqué, cette organisation, pour s'économiser, que ça devient fatigant. Et donc ça, je trouve ça assez fascinant. Et en ce moment, je suis en train de lire les petits carnets d'alerte de Juliette Duquesne, coécrit avec Pierre Rabhi, qu'elle m'a envoyé parce qu'on va l'interviewer bientôt et je trouve ça hyper stylé. Il y en a un sur la finance qui est trop bien, donc je recommande. Parfait, je mettrai les liens dans les ressources de l'épisode. Je rebondis aussi là-dessus en disant, est-ce que tu as lu Humankind de Rutger, je crois, c'est Rutger Bregman. Ouais, Sapiens m'a vraiment marqué et la suite Homo Deus est pas mal aussi. Et par contre, Humankind a fait l'opposition complète pour moi, quoi. D'accord. C'est un bouquin qui justement qui montre vraiment avec beaucoup de ressources derrière, de sources derrière qui sont validées, scientifiques et qui montrent à quel point l'humanité est en fait bonne et pas aussi mauvaise comme en fait les médias le laissent croire, puisque c'est ce qui fait les titres généralement, c'est ce qui est négatif, et donc c'est tout notre inconscient a été conçu autour de ça. Donc je mettrai le lien aussi et je te le recommande. Il y a du bon dans chaque humain. Franchement, j'ai jamais été autant au contact de gens que depuis que je fais Time for the Planet et je me rends compte que vraiment il y a du bon dans chaque personne. Et c'est facile de se catégoriser, de se ranger dans des cases, de s'accuser entre nous. Mais au final, on a juste des prismes de vue différents, on a des expériences différentes, des mondes différents. Et à partir du moment où tu t'ouvres un peu à l'altérité, tu essaies de comprendre les autres, tu vois que les gens font pas les choses pour rendre le monde noir et méchant. Hein. Les gens font leurs choses parce que pour eux, c'est plutôt la bonne façon de faire. Voilà. Bon, c'est un peu gnangnan, mais je t'assure que moi, en tout cas, j'ai cette conviction de plus en plus. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont des problèmes mentaux et qui tuent des gens et c'est un souci. Mais en fait, au fond de chaque personne, il y a du bon. Tout à fait. Est-ce que tu peux me dire une chose à propos de toi que je ne saurais pas trouver en ligne? Ouais, je suis né avec une oreille plus écrasée que l'autre. Tu la vois là, tu vois, elle a un peu une déformation. Et attends, c'est intéressant parce qu'en fait, quand je suis né avec cette oreille un peu déformée, c'est parce que ça s'est écrasé dans le ventre de ma mère. Toute ma tête était déformée. Et du coup, les médecins pensaient que j'allais jamais être beau ou tu vois normal. Quand je suis né, ils ont dit ça va pas être possible de rattraper ça. Et elle a quand même pris des trucs de kiné pendant hyper longtemps en disant on sait jamais, faut tenter des trucs. Et en fait, ça m'a rattrapé miraculeusement. Et genre les gens ont dit putain, les médecins disaient putain, c'est vraiment dingue, ça a réussi à se remettre. Donc comme quoi le corps est très plastique. Mais j'ai ce petit cadeau là qui me permet de me souvenir de ça et du fait que rien n'est jamais impossible et que rien n'est jamais une fatalité. Et j'ai appris ça quand j'avais 15 ans. Je savais même pas, il m'en avait jamais parlé. C'est mon grand-père qui m'a dit, tu sais, t'aurais jamais dû être un beau garçon. Il m'a raconté ce truc-là. Et du coup, ça m'avait un peu touché. Je me suis dit, dingue. Et donc maintenant, je regarde cette oreille parfois en me disant, je suis content d'avoir cette petite oreille légèrement, bon, ça se voit pas trop, mais elle est pliée. Et c'est un peu un souvenir pour jamais oublier que rien n'est une fatalité et que les choses sont jamais définitives. Voilà. C'est un bon rappel chaque jour, en tout cas, quand tu te regardes dans le miroir. Exactement. On arrive à la fin. Je mettrai évidemment les liens vers Time for the Planet et tout ça. Je te laisserai aussi contacter Arthur qui demande comment est-ce qu'elle peut travailler avec vous. Elle a plein de projets apparemment. Si tu peux répondre à ça et si tu as quoi que ce soit que tu veux demander, c'est ton moment maintenant avant que tu ne partes. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Est-ce que tu recherches des investisseurs? Bien sûr, mais quoi d'autre? Est-ce que tu engages? Ouais, venez visiter le site de Time for the Planet sans forcément vous inviter à devenir associé. J'espère que ça vous convaincra, mais vraiment, venez voir ce qu'on essaie de faire parce qu'on y met toute notre vie. Vraiment, ça fait 2 ans qu'on est bénévole sur ce projet et on y met tout ce qu'on a. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je serais juste content de vous voir venir et au moins d'avoir vos retours, même s'ils sont négatifs, parce que c'est super précieux. Donc, continuez de vous intéresser aux choses et vous êtes les bienvenus, voilà. Time-planet.com. Le site est disponible dans toutes les langues, même si on parle français ici. Pas dans toutes les langues, on va dire dans beaucoup de langues, en anglais, français, italien, espagnol et allemand maintenant. Je te remercie beaucoup pour ton temps, Arthur. Je te souhaite un très bon voyage et encore merci pour tout. Merci, à bientôt. Salut. If you like this episode, you can share it with your friends because sharing is caring. And you can give it a 5-star on Apple Podcast because this really helps to make it more visible to other entrepreneurs working on a better future like you. If you are busy and might not have the time to listen to all episodes of this podcast, just a little tip. Sign up for my newsletter on gtimpact.com. You will receive the summary of advice from each episode and you will get personal recommendations
on which episode you should focus on depending on your current challenges, your industry, and your startup stage. Thank you very much and see you next week for the next episode. Have a nice day.